Bonjour à toutes et bonjour à tous. Apparue dans les années 80, l'expression transition énergétique est sans doute trop longtemps restée à l'état de concept, de réflexion. Les conséquences de plus en plus visibles du changement climatique ont accéléré au début des années 2000 les prises de position et les initiatives pour faire émerger de nouveaux pans d'une économie de l'énergie décarbonée, pour relancer les économies mises à genoux par le SARS-CoV-2. De nombreux États ont choisi d'accompagner massivement les initiatives qui doivent collectivement nous faire passer du stade de la transition énergétique à celle de peut-être de nouveaux modèles énergétiques. Où en sommes-nous de cette transition? Quelles sont les clés pour la réussir? Voilà les questions auxquelles vont répondre Cathy Escoffier, directrice déléguée RSE d'Orange, responsabilité sociale et environnementale d'Orange. Donc, Stéphane Houllier, qui est directeur général des services du syndicat départemental des énergies électriques Gironde, le SDEG 33, et Jean Paoletti, directeur régional Aquitaine Nord d'Enedis. Madame, messieurs, merci d'avoir répondu à cette invitation. Je vais peut-être attaquer avec vous tout de suite, Jean Paoletti, si vous le permettez. C'est quoi d'abord les missions exactes d'Enedis pour que le niveau d'information soit le même pour tout le monde? Chaque matin, on appuie sur un interrupteur. En fait, mon travail, celui des agents avec lesquels je travaille, c'est de faire en sorte que 99,99 fois sur ce 100, vous ayez l'électricité qui jaillisse. Donc pour ça, on utilise des câbles qui alimentent directement les clients. Il y a à peu près, par exemple, sur la région Nouvelle-Aquitaine, 5 tours de la Terre de réseau. Et il s'agit de l'entretenir, de l'exploiter, de le construire. Il y a l'équivalent de 5 fois le tour de la planète? Absolument, absolument. Donc ça fait à peu près 200 000 kilomètres, pour être à peu près un peu plus précis. Voilà, et puis on a 4 millions de clients sur le Nouvelle-Aquitaine, pour se donner aussi un ordre d'idée. Quelles sont les clés que détient Enedis pour que nous réussissions tous collectivement, parce qu'on a bien compris que c'est une mission très très collective, la transition énergétique, cette quête d'une énergie de plus en plus, voire totalement décarbonée? Alors, pour moi, il y a trois clés essentielles. La première, c'est de pouvoir raccorder donc les énergies renouvelables au réseau électrique. Donc, il faut savoir que Nouvelle-Aquitaine, par exemple, c'est 11% de la production d'énergie renouvelable en France. Oui. Donc, c'est un chiffre qui est conséquent. Oui, conséquent, oui. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'en permanence, on soit capable de s'adapter à la demande. On a actuellement le S3R ONR, autrement dit le schéma directeur sur les 10 prochaines années qui a été défini. En gros, l'idée, c'est de multiplier par 10 la production d'énergie renouvelable. Donc, pour nous, c'est beaucoup de travail sur la question du raccordement. La deuxième clé, c'est d'arriver à gérer les fluctuations du réseau. Ce que j'appelle les fluctuations, c'est le fait d'accepter sur le réseau toute l'énergie renouvelable produite au moment où elle arrive. C'est-à-dire s'il y a un nuage... Sachant qu'elle arrive quand voilà, quand elle n'arrive pas nuage, forcément quand on la veut tout le temps. Exactement, c'est exactement la difficulté. Et de l'autre côté, on a des clients qui, eux aussi, ont une demande qui est fluctuante. Et comme on est engagé vis-à-vis d'eux par rapport à une puissance d'appel déterminée, la difficulté, c'est d'arriver à gérer toutes ces fluctuations sans qu'on en arrive à un blackout. Oui. Parce que si la production n'est pas égale à la consommation, en gros, il se passe un problème technique qui fait qu'à la sortie de l'opération, il n'y a plus d'électricité. Donc là, à ce moment-là, c'est tout le tissu économique qui s'arrête à ce moment-là. Oui, nous n'avons pas connu ça, mais il y a des pays qu'on dit très développés. Hein. Je pense par exemple à comment dirais-je, à un État comme la Californie où on a connu ce genre de situation. L'Angleterre, il y a aussi peu de temps. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Le professionnalisme de Enedis et de tous les producteurs de France fait qu'à la sortie de l'opération, ce cas arrive très, très, très rarement. Oui. Voilà. Et la troisième clé, c'est Linky. Oui, alors j'allais y venir, parce qu'en fait, Linky, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé, pas toujours en bien, il faut bien le reconnaître, mais on en a beaucoup parlé, on en parle beaucoup moins aujourd'hui. En quoi Linky peut être, c'est comme ça que ça nous avait été présenté, mais en quoi ça peut être un atout majeur en fait pour réussir ce passage à cette transition énergétique? Linky permet d'adapter les tarifs en fonction justement de la simplification de l'équation qui permet d'équilibrer le réseau. Oui. Donc cette information qui remonte permet d'ailleurs aussi de valider les positions prises sur les politiques énergétiques, donc de vérifier que les hypothèses étaient bonnes. Linky, c'est aussi un moyen pédagogique de faire comprendre à nos clients comment ils consomment et comment ils pourraient moins consommer. Voilà.
une partie de la transition, ce qu'on appelle la transition énergétique, alors on parle, et on va en parler de la production d'énergie, mais d'énergie plutôt décarbonée, mais est-ce que c'est pas d'abord, en fait, finalement, l'économie d'énergie, la transition énergétique? Oui, la transition énergétique ou même écologique, c'est vraiment un sujet qui passe par la maîtrise de l'énergie. C'est pour ça que Linky, encore une fois, est un objet intéressant puisqu'il permet de donner les quantités et d'associer ces quantités aux usages que connaît le consommateur. Donc comme ça, on peut arriver à baisser cette quantité d'énergie. Donc apprendre de nos consommations, c'est un vrai sujet en matière de maîtrise de l'énergie. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué, il y a des points de production d'énergie renouvelable qui se sont multipliés ces dernières années, enfin ces dernières années, même ces derniers mois. Est-ce que ça change fondamentalement votre métier? Parce que effectivement, c'est des énergies qui arrivent d'un peu partout. Complètement. En fait, on se retrouve dans une situation où on avait de l'électricité qui arrivait des centrales et qui allait vers le client. Et là, aujourd'hui, l'électricité va dans tous les sens, avec des appels de puissance qui sont variables. Pour prendre une image, c'est comme si sur le réseau routier français, on avait des Ferrari, des 2 chevaux qui roulaient tout en même temps et à la même vitesse, et que ça se pose sans qu'on ait posé un seul feu de circulation. Voilà, donc il y a intérêt à savoir exactement ce qui se passe sur le réseau. Et encore une fois, c'est grâce à Linky qu'on peut le faire. Et outre Linky, je suppose que vous êtes aussi très présent, vous avez besoin de ces outils qu'on appelle, alors je vais faire court, les smart grid, qui sont en fait des réseaux intelligents, je traduis. Les réseaux intelligents, en fait, finalement, c'est quoi? Le réseau intelligent, c'est un réseau qui permet d'avoir une quantité d'informations suffisante pour pouvoir piloter l'énergie. Donc en l'occurrence, si on pense par exemple véhicules électriques, les véhicules électriques sont des véhicules par nature, ils ont des roues, un volant. Et donc jusque-là, vous avez juste. Voilà, donc ils vont se charger là où ils veulent et quand ils veulent. Et donc la question, c'est de pouvoir maîtriser cette information. Sans réseau intelligent, nous n'avons pas la possibilité de déterminer cette charge, l'endroit où elle va se situer. Donc on peut avoir un risque potentiel de blackout. C'est pour ça que si on regarde au travers des smart grids, tout ce qui est stockage d'énergie, réutilisation de l'énergie qui est en surplus, c'est une vraie plus-value. Et si on regarde encore une fois le réseau de distribution, le fait d'avoir à peu près 32 millions de compteurs Linky nous permet d'avoir un réseau avec 32 millions de systèmes d'information. Beaucoup d'informations, beaucoup de data. Voilà, beaucoup de data qu'il faut savoir utiliser. Et ce sont des data que vous pouvez vous utiliser ou est-ce que vous... Et où d'ailleurs, ou est-ce que vous associez parfois ce qu'on appelle les jeunes pousses, des startups du secteur des smart grids? On est en train d'ouvrir ces données de manière assez intensive en pratiquant de l'open data. On les utilise nous aussi pour notre propre usage et elles appartiennent de toute façon au client qui a la totale liberté de donner ou pas d'ailleurs cette information. Voilà. Je reviendrai vers vous, mais je vais enchaîner avec Stéphane Houllier. Stéphane Houllier, comme je disais tout à l'heure, vous êtes directeur général des services du SDEG, du syndicat départemental d'énergie électrique de Gironde. Je comprends mieux l'acronyme. Il faut prendre son souffle. En quoi le syndicat départemental des énergies électriques donc de Gironde, le SDEG que vous représentez, peut-il jouer un rôle, lui aussi, dans cette transition énergétique? Écoutez, tout d'abord, historiquement, les collectivités, et le SDEG en particulier, sont propriétaires des réseaux électriques. Jean Paoletti le disait tout à l'heure, sans réseau, pas de transition énergétique. Donc déjà, le fait d'être propriétaire de ces réseaux et d'investir sur les réseaux, puisque nous investissons tous les ans entre 15 et 18 millions d'euros pour moderniser ces réseaux, notamment en zone rurale, Enedis étant plutôt présent en zone urbaine. Pour autant, on travaille main dans la main, on essaie d'avoir des programmes qui sont des programmes de travaux qui sont en parfaite synergie. Vous louez un petit peu leur réseau, c'est ça, non? C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça, mais on a un partenariat de longues années, puisqu'avant c'était la grande maison bleue EDF. Et si vous voulez, aujourd'hui, donc cette propriété des réseaux nous rend légitime pour faire la transition énergétique. Et puis, deuxième chose, c'est que nous sommes des adeptes de la maxime « penser global, agir local ». Oui. Penser global dans la transition énergétique, c'est que nous avons au-dessus de nous un chef de file qui est la région Nouvelle-Aquitaine. Et le agir local, c'est que nous agissons à une maille territoriale que nous estimons pertinente, qui est la maille départementale, parce qu'il faut bien comprendre que les réseaux électriques ne s'arrêtent pas aux frontières des communes. Et que quand on veut faire de la transition énergétique, il y a l'équilibre production-consommation auquel on doit veiller, et c'est Enedis qui est chargé de cela, mais nous, on doit
faire un développement de la transition énergétique en adéquation avec les capacités de notre gestionnaire de réseau. Donc en somme, il y a cette partie réseau, et puis après, il y a la façon dont le syndicat départemental fonctionne, avec une équipe d'experts en matière de conseil en énergie partagée, de mobilité propre ou de développement des énergies renouvelables, qui permet aux communes de puiser sur un soutien juridico-technique. Et enfin, ce fameux syndicat a la capacité de porter et financer des opérations d'énergie renouvelable avec différents partenaires ou sur ses fonds propres. Et alors dites-moi, vous parlez d'investissement, comment dirais-je, les énergies renouvelables, cette transition énergétique, elle nécessite beaucoup d'investissement. Quelle est l'enveloppe que vous consacrez à ça ? Nous consacrons une enveloppe qui est de l'ordre de 2 millions d'euros, 2,5 millions d'euros par an. Chaque année. Alors, ça dépend des années. On a donné la priorité ces derniers temps à la mobilité propre. On a développé plus de 320 points de charge hors Bordeaux Métropole, donc sur le département, en zone rurale comme urbaine. Et pour vous donner une idée, ça a été un investissement de 2 millions d'euros, sans compter le déficit de fonctionnement, parce que bien évidemment, les gens ne sont pas à la queue leu-leu pour se recharger. Pas pour l'instant, il n'y a pas la queue devant les bornes de recharge pour véhicules électriques. Devant les bornes, pardon. Lapsus, on en est encore, pour moi, j'en suis encore aux pompes, mais il y a effectivement pas la queue devant les bornes. Mais les collectivités, c'est vos interlocuteurs, je veux dire. Est-ce qu'elles sont, en matière de transition énergétique, est-ce qu'elles sont comment dirais-je, exemplaires dans ce domaine ? Alors elles le deviennent. Ouais. C'est vrai qu'elles ont eu peut-être un petit peu de retard à l'allumage, mais vous savez, elles sont souvent en première ligne pour tout ce qui est conséquence du dérèglement climatique. On l'a vu encore récemment avec les inondations du Réolais, il y a eu les fameuses tempêtes Klaus, Xynthia et autres. Donc on a la sensation qu'il y a vraiment une prise de conscience des élus. En fait, ces élus, peut-être parce que c'est une nouvelle génération, ils ont envie de prendre leur destin énergétique en main. Ils sont très intéressés par la production décentralisée, par l'autoconsommation, ce qui d'ailleurs parfois occasionne quelques problèmes de gestion de réseau derrière. Oui. Donc il y a cette prise de conscience. On l'accompagne et on se rend compte qu'ils sont très demandeurs. Il n'y a pas une journée sans qu'on ne reçoive pas un coup de fil d'une mairie pour se renseigner sur notre capacité à savoir-faire, leurs souhaits, comment les accompagner. Ouais. Et c'est là que le SDEG justement, a toute son utilité. J'ai envie de rebondir. Est-ce que vous êtes capable, vous, en tant que SEM, d'accompagner les collectivités locales sur des projets de production d'énergie décarbonée ? Quand je dis accompagner, c'est avec espèce, pas seulement de l'ingénierie, espèce sonnante et trébuchante. Oui, alors on est en capacité. Pourquoi ? Parce que d'abord notre SEM a à son bord 4 organismes bancaires, la Banque des Territoires, le Crédit Agricole, Arkea. Bon, ce sont des gens qui sont toujours prêts à nous aider. Et si vous voulez, il y a quand même, il faut bien le reconnaître, dans notre pays, un effet levier autour de cette transition énergétique. D'accord. On a des taux bancaires qui sont relativement bas. Et puis, nous avons des partenaires. On a quand même l'ADEME, nous avons le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, et puis ce fameux plan de relance dont nous parlerons peut-être après, qui est quand même tourné sur la transition et autour de la transition énergétique. Oui, je l'évoquais, c'est potentiellement un accélérateur. Enfin, c'est pas plus que potentiellement, ça fait partie de son cahier des charges, j'ai envie de dire, de ce plan de relance. C'est un accélérateur d'énergie renouvelable, hein, effectivement. Et pour revenir à la SEM, ce qui était très intéressant avec cet outil, c'est sa souplesse par rapport aux collectivités locales que nous connaissons. Et puis le deuxième gros avantage, c'est que cette SEM, elle a la capacité de faire des avancées qu'un projet d'énergie renouvelable, si on prend une ferme solaire, dès l'instant où vous lancez le projet jusqu'au moment où celui-ci va commencer à fournir des recettes, eh bien, il y a souvent 3-4 ans. Et toute l'avance de trésorerie, c'est la SEM ou parfois le syndicat sur d'autres projets qui va le porter au nom et pour le compte des communes. Ce qui fait que c'est comme cela qu'on peut enclencher une transition énergétique aboutie. Alors, on voit bien le sujet semble faire l'unanimité. Il y a une dynamique de la part de vos investisseurs, je veux dire ceux qui vous accompagnent du moins. Et puis il y a une dynamique du côté des décideurs politiques locaux. Mais est-ce qu'il y a encore, vous savez, le diable se cache souvent dans les détails. Est-ce qu'il y a encore des freins au développement des projets? Est-ce que nous souffrons, moi j'ai le sentiment vu de l'extérieur, parfois nous souffrons un petit peu de lenteur, mais peut-être me trompe-je. Alors, la chance, c'est que aujourd'hui les collectivités notamment, elles peuvent se placer, si je peux dire, bien au-dessus des soucis de la vie matérielle. Pourquoi ? Parce que, il faut le reconnaître,
techniquement ou technologiquement parlant, c'est assez maîtrisé. C'est-à-dire que les panneaux solaires, ça existe depuis des années 50. Oui, on connaît bien la technologie. On a des gestionnaires de réseau de grosse capacité. Il y a Enedis ou GRDF qui font les travaux de modernisation dont parlait Jean Paoletti. Et puis, d'un point de vue financier, on vient d'en parler, on a quand même des aides qui affluent un peu de partout. Mais les freins, ils se cachent dans les détails, vous avez raison de le dire, notamment au niveau de tout ce qui est procédure administrative. Je dois vous dire que c'est quand même extrêmement lourd, extrêmement long. Il faut consulter des services de l'État ou départementaux divers et variés, le SDIS, les ABF. On a des lois littorales qui viennent s'entrechoquer derrière tout ça. Nous avons aussi la problématique de la Gironde, c'est de trouver des terrains qui peuvent accueillir des projets, parce qu'il y a souvent des conflits d'usage, zones forestières, agricoles, ça c'est le deuxième frein. Le troisième frein, me semble-t-il, c'est davantage tout ce qui est, alors même que nous travaillons pour l'environnement, dans le sens de l'environnement, c'est tout ce qui est étude d'impact sur la faune et la flore. Si demain nous décidons de faire un petit barrage hydroélectrique sur presque un cours d'eau girondin, il va falloir prévoir une passe à poissons parce que la faune piscicole doit être protégée. C'est toutes ces petites choses. Récemment, on a un projet sur Saint-Médard-de-Guizière qui n'a pas pu voir le jour parce qu'il y avait un lézard jaune protégé qui a fait qu'on n'a pas pu faire un projet sur plus de 3 hectares. Donc, si vous voulez, ça, ce sont des freins. On en a un quatrième qui commence à voir le jour. C'est l'acceptabilité sociale d'un projet. Alors certes, on n'a pas trop d'éoliennes en Gironde. C'est un doux euphémisme. Mais vous savez, tout le monde est adepte du proverbe anglais NIMBY, not in my backyard. Pas dans mon jardin. Ça veut dire qu'on veut bien les panneaux, la ferme solaire, mais à 2-3 km de chez soi. Ça ne s'applique pas qu'à l'éolien, c'est ce que vous êtes en train de dire. Mais surtout pas à proximité de chez soi. Alors ça, ce sont les 4 freins principaux que nous rencontrons. On y fait face. Et puis, je reprendrai une phrase que j'aime bien de Nicolas Hulot qui disait « Tout ce qui est facile n'a pas de saveur ». C'est pas faux. Et je dois vous dire qu'au SDEG, on a un quotidien qui est très savoureux. Mais tant mieux. Jean Paoletti, accélérer, on parlait des temps d'instruction, accélérer par exemple le raccordement de ces nouveaux sites de production, ça c'est quelque chose que vous avez dû faire, que vous savez faire ? Alors on est en train de travailler beaucoup sur ce sujet. L'ambition qui était fixée par la présidente d'Enedis, c'est de réduire par 2 le délai de raccordement. Et qui est en moyenne de combien là, ça dépend des dossiers, si vous voulez. Ça peut aller de la semaine, par exemple, jusqu'à une année, voire plus, sur certains projets qui sont extrêmement compliqués pour les contraintes administratives que M. Houllier vient de citer, qui n'ont été, il est vrai, que grandissantes sur les dernières années. C'est vrai. Alors, j'allais justement rebondir en disant peut-être qu'elle avec l'accélérateur que représente le plan de relance, France Relance, est-ce que, dans le fond, les délais ont tendance à plutôt reculer ? Et en fait, là, vous êtes en train de me dire que non, malgré tout, malgré, j'ai envie de dire, l'intérêt, la mobilisation des moyens et peut-être aussi l'urgence, pour l'instant, ça bouge pas très vite. Il y a des efforts dans l'administration pour... simplifier certaines choses. Vous savez, on a souvent entendu parler du choc de simplification. Oui. Il y a eu avec la numérisation, notamment, tout ce que on va quand même beaucoup plus vite pour échanger avec les administrations. Il y a moins de papier, pour être concret. Mais les délais d'instruction. Mais oui, on a quand même des lois et des règlements qui parfois sont un petit peu coercitifs et tout au moins qui plombent un peu la réalisation concrète d'un projet. Enfin, nous, on le ressent comme ça. Alors, je ne sais pas si chez Orange, ça va beaucoup plus vite là-dessus, mais Cathy Escoffier, je rappelle que vous êtes directrice déléguée de la responsabilité sociale et environnementale chez Orange. On pourrait penser on pourrait être surpris de vous voir, j'ai envie de dire, virtuellement en tout cas, autour de cette table. Mais en quoi Orange, qui est quand même d'abord... aussi, du moins, un consommateur d'énergie. J'y pense à chaque fois que je rebranche mon smartphone le soir avant de me coucher. Alors, pourquoi on aurait tort d'être surpris de vous voir autour de cette table ? Écoutez, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est qu'un réseau de télécom, ça fonctionne évidemment avec de l'énergie et de l'électricité. On a tendance à l'oublier. Et un opérateur comme Orange en France, c'est 0,5% de la consommation d'énergie de la France, soit à peu près l'équivalent des 3 grandes villes françaises, Bordeaux, Lyon, Marseille, par exemple.
Donc effectivement, vous l'avez abordé tout à l'heure, le fait de faire de la transition, c'est d'abord avoir une politique pour faire des économies en matière d'énergie. Et donc un opérateur comme Orange, évidemment, tous les jours, doit s'assurer que ce travail est effectué. Donc l'enjeu capital pour vous, en matière de transition énergétique, c'est déjà l'économie d'énergie. Alors absolument, puisqu'en fait, tous autour de la table, alors évidemment, Orange n'est pas un énergéticien comme vous l'avez souligné, mais on a tous des enjeux aujourd'hui, qui est de baisser nos émissions en matière de carbone, et puis en tout cas de viser la neutralité. Alors pour Orange, c'est 2040. Et donc, le premier facteur d'émission, c'est pour un opérateur comme Orange, c'est son réseau. Et donc, c'est l'énergie, l'électricité en particulier. C'est pour ça qu'on a pris un engagement, par exemple, d'intégrer 50% d'énergie renouvelable dans notre mix d'électricité. Et donc, effectivement, c'est intéressant qu'on soit autour de la table parce qu'un opérateur comme Orange, quand il décide de mettre de l'énergie renouvelable dans ses réseaux, alors c'est sur l'ensemble j'allais dire des géographies où est présent Orange, pas uniquement en France, en Afrique, au Moyen-Orient ou dans d'autres pays européens, mais c'est vrai pour la France. Dans les 12 derniers mois, on a signé 3 gros contrats pour intégrer des énergies renouvelables et avoir des partenariats, et c'est extrêmement long entre ceux qui existent et ceux qu'on va devoir construire avec des partenaires. Et donc, évidemment, pour nous, c'est extrêmement ambitieux et extrêmement stratégique. Voilà. Ouais, on comprend tout à fait l'enjeu. Mais dites-moi, je reviens, je fais une fixation sur mon smartphone. Ce smartphone que nous avons presque tous, pas tous, mais presque tous dans nos poches, et sans lequel on n'existe plus, on est complètement perdu. Est-ce que ce ne sont pas les pires consommateurs d'énergie ? Alors, les smartphones, ils consomment de l'énergie, effectivement. Nos équipements consomment de l'énergie. Bon, une grosse partie, c'est le réseau. Et évidemment, en termes d'énergie, c'est surtout qu'un téléphone, c'est sa fabrication. Oui, a priori, c'est la fabrication qui nécessite le plus d'énergie. Ouais. Exactement. C'est sa fabrication. C'est 80% des émissions de CO2, dont la partie énergie qui est liée à sa fabrication. Donc, c'est extrêmement important. De le garder le plus longtemps possible, puisque les économies qu'on peut faire, c'est celles qu'on peut éviter. Ça, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, nous recyclons une grande partie de nos téléphones mobiles dans la région, dans les Deux-Sèvres, avec les ateliers du bocage, voilà, pour faire prolonger cette durée de vie et faire en sorte que cette fabrication soit diminuée, même si elle n'est pas toujours en France et à l'autre bout du monde. Mais évidemment, nous en portons évidemment une responsabilité. Parmi les choses que vous faites évoluer, c'est en fait ne plus nous inciter, par exemple, à changer de téléphone tous les ans. Alors, d'abord, c'est une idée reçue. La moyenne, en général, des renouvellements de téléphone en France est de l'ordre de 36 mois aujourd'hui, et pas tous les ans. Et cette durée se prolonge d'année en année. Et donc, c'est tout le travail de pédagogie qu'on doit faire sur ces sujets. Et puis, je pense que ce qui est important de souligner également, sur un opérateur comme Orange, il y a un téléphone, ça fonctionne aussi avec du réseau. Et donc, tout le travail que nous effectuons, et notamment avec l'arrivée de la 5G, c'est de déployer des réseaux qui seront moins gourmands en énergie. Et ça, c'est aussi structurant. On a eu beaucoup de débats, vous le savez, oui, justement, au moment de la 5G, mais ce nouveau réseau, il sera de toute façon très rapidement beaucoup moins consommateur que les réseaux que nous connaissons, comme la 4G ou la 3G ou la 2G pour les générations les plus anciennes. Et justement, je voudrais juste m'attarder là-dessus. C'est vrai que ça fait l'objet de beaucoup de débats. La 5G est moins consommatrice d'énergie que la 4G. Alors oui, le rapport sera à peu près de 1 à 4. Alors pas dans l'immédiat, parce que d'abord il faut déployer des réseaux, et puis on va avoir toute une période où on va avoir évidemment plusieurs réseaux qui vont se côtoyer. Mais je le disais tout à l'heure, l'ambition d'un opérateur comme Orange, c'est de faire la chasse aux équipements les plus consommateurs, donc évidemment sur son cœur de réseau, sur ses data centers, mais évidemment sur ses antennes relais mobiles. Et donc le réseau 5G, nativement, il a été embarqué pour être moins consommateur d'énergie. Et on ne sait pas beaucoup, ce sont les ingénieurs d'Orange qui, quand il a fallu normaliser sur le plan international, designer ce nouveau réseau,
a extrêmement milité pour que, évidemment, elle soit moins consommateur. Tout simplement parce qu'un réseau 4G, en fait, c'est un réseau qui émet en permanence, en fait, et vous êtes accroché au réseau une fois que vous êtes actif. Le réseau 5G, en fait, vous allez l'accrocher uniquement et le solliciter uniquement quand vous en avez besoin. D'accord. Donc, forcément, il est intelligent et donc il va aller évidemment être beaucoup moins consommateur d'énergie. Voilà, ça fait un tout petit peu de temps, mais il est conçu comme ça. Et d'ailleurs, on l'utilise maintenant, hein, ça c'est vrai, dans les travaux que nous menons. On aura l'occasion d'y revenir, mais le numérique, c'est aussi une solution pour aller dans certains secteurs d'activité avec des réseaux intelligents, que ce soit sur le réseau des énergéticiens et avec les opérateurs de télécom pour aller aider certains secteurs d'activité à diminuer leur consommation d'énergie. On aura certainement l'occasion d'y revenir. Comment dirais-je, le numérique et ses usages sont une partie de la solution, en fait. Hein. J'aimerais bien, puisque je vous tiens, et puisque tout à l'heure on le disait avec M. Paoliti et M. Houllier, c'est aussi la transition énergétique, c'est aussi comment dirais-je, les économies que nous faisons et notre économie d'énergie. Juste en quelques mots, je suis chez moi, et je veux réduire ma consommation énergétique. Quels sont les conseils, les 2-3 conseils que vous pourriez me donner? J'ai une box, j'ai de la Wi-Fi, quels sont les petits conseils qui peuvent tout changer par rapport à ça? Alors, effectivement, c'est tout un travail que nous avons commencé à faire avec nos clients. Mais par exemple, quand vous téléphonez avec votre téléphone portable, le fait de basculer, alors d'utiliser la fibre et le Wi-Fi, ça consomme 20 fois moins qu'un réseau 4G. Voilà. J'ignorais totalement ça. Alors, donc, ça veut dire qu'effectivement, quand vous êtes en mobilité à l'extérieur, bien sûr, vous utilisez votre réseau de téléphonie mobile, et c'est pour ça. En revanche, voilà, quand vous êtes dans un lieu, dans des bureaux, ce qui est aussi un usage évidemment de la plupart des gens aujourd'hui, eh bien, il faut avoir le réflexe de basculer en Wi-Fi. Le rapport, par exemple, entre la fibre et la DSL, c'est de 1 à 2 en termes de consommation d'énergie. C'est pour ça que nous modernisons nos réseaux, hein, bien entendu, non seulement pour amener du très haut débit, mais parce que, bien sûr, il est aussi moins consommateur. Voilà, donc c'est des travaux que nous menons en permanence pour qu'effectivement nous puissions gagner en efficacité. Ça, c'est certain. Donc voilà, ça, c'est un petit conseil qu'on peut donner. Et puis, on a, depuis maintenant quelques mois, proposé à l'ensemble des clients d'Orange, puisqu'en fait, il faut aussi accompagner les usages et faire ce travail de pédagogie autour de la sobriété. Hein. Voilà, cette vidéo que vous consommez en 4G ou vous la consommiez en Wi-Fi ou en fibre, elle n'a pas le même impact. Et donc, vous pouvez désormais, voilà, quand vous êtes client Orange, savoir votre consommation d'énergie en équivalent carbone sur des usages autour du mobile. Et puis, on le déploiera dans les mois qui viennent autour des usages autour du fixe, à la fibre ou à la DSL, par exemple. Le temps file très très vite. J'aimerais vous interroger tous les trois sur une question. On l'a évoqué tout à l'heure, mais à quelque chose finalement, malheur peut être bon, cette crise sanitaire qui nous a tous secoués et qui fait que nous ne sommes pas d'ailleurs tous sur ce plateau aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose finalement, malheur est bon? Elle s'accompagne pour la relance de l'économie d'un plan de relance. Est-ce que vous pensez que c'est dans vos métiers, je veux dire, respectifs, est-ce que c'est une vraie opportunité? Monsieur Paoliti ? C'est quand même beaucoup de problèmes. C'est aussi d'abord des problèmes. Par contre, ça nous a appris à travailler différemment. Donc, le travail à distance, pour le coup, participe aussi à la maîtrise de l'énergie. Donc, c'est un point fort. J'avoue un peu mon inquiétude pour la reprise économique parce que il y a des questions de matériel dont il va falloir pouvoir disposer et pour le coup de matières premières notamment. Oui. Ouais, pour le coup là c'est un risque. Sinon, enfin, ce que ça a permis, en tout cas, c'est une prise de responsabilité sur ces sujets-là. Très clairement, on a beaucoup moins de difficultés à convaincre nos agents, nos clients de la nécessité de changer un petit peu les choses. Cathy Escoffier, une opportunité, finalement, cette crise, et peut-être aussi sur le plan de relance qui l'accompagne en matière de transition énergétique pour vous? Alors, effectivement, enfin, voilà, il y a 12 mois, maintenant un peu plus de 12 mois, quand nous avons basculé en confinement, on a vu l'importance cruciale des réseaux télécoms pour maintenir
et d'un certain pan de l'activité économique pour maintenir cette activité économique. Donc, ça a été évidemment d'abord de s'assurer que l'ensemble des entreprises, des services régaliens puissent fonctionner, que les personnes puissent rester en contact. Donc, ça a été une formidable opportunité. Je pense que ça a été un formidable accélérateur dans certains secteurs d'activité, comme par exemple le fait de pouvoir déployer, par exemple, la téléconsultation ou la télémédecine. Ça faisait des années qu'on en parlait, il y avait énormément de mal à pouvoir l'enclencher. Effectivement, le confinement a permis un accélérateur. Gageons qu'effectivement, ça puisse être conservé, par exemple, notamment pour pouvoir le développer dans des zones qui sont hors des centres urbains. Évidemment, ce n'est pas neutre sur l'ensemble des secteurs de telco, même si celui des télécoms a moins souffert que d'autres, mais évidemment, il est impacté. Et puis, c'est l'ensemble des clients, évidemment, des clients qui peuvent être aussi impactés par cette crise et sur lequel on a fait le nécessaire aussi pour pouvoir les accompagner. Ça a été aussi, pendant cette crise, vous l'avez vu, dans beaucoup de médias, l'objet d'attaques en matière de cybersécurité, sur lequel effectivement il a fallu mettre l'accent pour protéger nos entreprises françaises, sur ces sujets sur lesquels on a été très acteurs, par exemple. Et c'est l'opportunité, effectivement, avec des telcos pour aller, dans certains secteurs d'activité, accélérer la transition, notamment en matière de consommation d'énergie ou de services. Stéphane Houllier, même question. Oui, écoutez, même question. On accélérateur, le ressent. opportunité pour oui, nous, je crois que c'est plutôt une opportunité pour le SDEG et sa SEM Gironde Énergie. Alors, une opportunité, pourquoi ? Parce qu'à travers cette crise qui est sanitaire, on ressent qu'il y a finalement une forte reconnexion vers la nature. Et je dirais même ce qui est intéressant dans une France et même un territoire girondin un peu fragmenté, on l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, on voit que la ruralité redevient un atout. Et ça, c'est intéressant, puisqu'on disait toujours que la richesse était concentrée sur Bordeaux, mais on parlait de transition énergétique. Aujourd'hui, finalement, le grenier à électrons et à molécules, il se trouve beaucoup plus en ruralité que dans les centres urbains. On n'imagine pas une ferme solaire à Place des Quinconces et des éoliennes sur la plage d'Arcachon. On évoquera dans une table à suivre donc, la méthanisation. Et la méthanisation, c'est la même chose. Uniquement rurale. Donc nous, on voit qu'il y a cette opportunité. Et surtout, ça va retisser un point d'équilibre entre le monde urbain et le monde rural, parce qu'on croit beaucoup au SDEG, à la complémentarité des territoires. Parce que je disais grenier à électrons et à molécules, mais il faut savoir quand même que les nœuds ou potentiels de consommation sont en zone urbaine. Et Jean Paoletti le disait tout à l'heure, il faut bien avoir des réseaux qui permettent, et surtout, on doit toujours avoir un équilibre entre la production et la consommation. Donc oui, production en zone rurale, consommation en zone urbaine, et je dirais qu'on n'aura plus l'archipel français que dénonçait Jérôme Fourquet dans son dernier ouvrage, mais au contraire une France unifiée. Je nous le souhaite à tous. Nous sommes arrivés au terme de cette table ronde. C'est un sujet qui mériterait sans doute des heures et des heures de discussion, et je suis sûr que nous reviendrons sur ce sujet. Madame, messieurs, je vous remercie pour votre participation. Merci. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.